Bonjour à tous, merci et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Enerdata sur la mise en œuvre de la transition énergétique par les collectivités territoriales, comment décliner et adapter les objectifs nationaux pour agir efficacement au niveau local. Mon nom est Marie Rousselot, je suis responsable de l'unité efficacité énergétique et demande dans l'équipe transition énergétique d'Enerdata et je vais introduire ce webinaire, vous présenter quelques notions de contexte général et puis faciliter ensuite les échanges avec nos intervenants. Alors, avant de commencer, en guise de brise-glace, nous avons testé une nouvelle fonctionnalité sur Zoom qui est celle du sondage que je vais lancer et qui sert à mieux vous connaître. Voilà, normalement, vous devriez voir apparaître sur votre écran un sondage. On va vous demander de répondre à 3 petites questions et on partagera ensuite les résultats tous ensemble. Pendant ce webinaire également, vous avez, comme vous le connaissez sans doute, la fonctionnalité du chat. Si vous cliquez sur Q&A ou questions et réponses dans les petites bulles dans les fonctionnalités Zoom pour pouvoir poser des questions en direct tout au long du chat. Donc, on essaiera au maximum de les traiter tout au long de ce webinaire. Si d'aventure, il y en avait certaines qu'on n'arriverait pas à traiter faute de temps, nous vous répondrons par mail. Donc, nous sommes ensemble pour 1h15 jusqu'à 12h15 pour ce webinaire. Je vois que les questions du sondage sont en train d'être remplies. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Enerdata, voici une rapide présentation de l'entreprise. Enerdata est une société qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. C'est une société indépendante de recherche et de conseil en matière d'énergie et qui est reconnue mondialement pour notamment ses analyses et ses activités de prospective sur les questions énergie et climat. Donc, nous intervenons à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle de différents pays, et on va le voir aujourd'hui à des échelles territoriales. Nous sommes actuellement un peu plus de 70 collaborateurs avec un siège à Grenoble et une filiale à Singapour. Nous travaillons en contact étroit avec des institutions publiques de premier plan, des acteurs financiers, des entreprises, des universitaires et des ONG. Alors, nos services portent essentiellement sur 4 axes. D'abord, le cœur de métier qui est une connaissance des marchés de l'énergie et tout ce qui porte autour de la data science ou encore des statistiques avec la collecte, la consolidation et l'analyse de données énergétiques pour produire des bases de données internes à Eterdata. Nous fournissons aussi des prestations de modélisation avec des modèles que nous avons développés en interne ou d'autres modèles, notamment pour réaliser des prospectives énergie-climat ou analyser l'alignement climatique de trajectoires par secteur et pays. Et enfin, nous fournissons tout un panel d'expertise sur les marchés, l'ensemble des piliers de la transition énergétique, sobriété, efficacité, décarbonation, flexibilité, pour toutes les énergies, tous les secteurs, et ceci dans plus de 150 pays. Alors, en particulier, si on regarde notre prestation sur nos approches sur les territoires, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons en France, mais comme je sais que nous avons des auditeurs qui viennent de l'étranger, notamment des amis tunisiens et marocains, c'est une démarche qui pourrait se transposer à l'étranger. Nous traitons des trajectoires à l'échelle nationale et avec des déclinaisons sur les territoires. Alors, on peut distinguer 2 cadres aux échelles nationales. Un premier cadre réglementaire où Enerdata a participé régulièrement aux mises à jour des SNBC successives, Stratégie nationale bas carbone, et contribue actuellement à l'élaboration de la stratégie française énergie-climat. Et nous participons, enfin voilà, nous contribuons à des travaux de déclinaison des objectifs réglementaires, donc la SNBC 2 notamment, dans le cadre de mise à jour de SRADET. Actuellement, nous avons 2 projets, l'un pour la région Hauts-de-France et l'autre pour la région Bretagne, où nous intervenons au sein de consortiums auprès de ces acteurs. Et puis l'autre cadre national, ce sont des scénarios exploratoires, des prospectives exploratoires. Nous avons notamment contribué à la mise à jour des visions ADEME par le passé,
travailler aux côtés de l'ADEME dans l'élaboration des scénarios transition 2050, ou encore un autre exemple, aux côtés de l'association Amorce pour élaborer le PPE des territoires. Donc là aussi, ce sont des trajectoires à l'échelle nationale et dans différents exercices, nous sommes partis de ces trajectoires pour les décliner au niveau territorial, alors que ce soit des régions ou des métropoles comme Grenoble-Alpes Métropole, dont nous entendrons aujourd'hui le témoignage. Dans ces exercices de déclinaison de ces scénarios, nous avons typiquement 3 types d'approches. La première étant une déclinaison des récits et des scénarios, donc comme je l'ai dit sur Grenoble-Alpes Métropole, mais aussi au niveau régional pour les directions régionales de l'ADEME dans les Hauts-de-France ou en Bourgogne-Franche-Comté, où nous avons notamment exploré les enjeux de compétition entre la ressource en sol disponible pour la production d'énergie et la production alimentaire. Excusez-moi, dans les Hauts-de-France, nous régionalisons les scénarios ADEME sur le secteur des transports, avec un focus sur les scénarios des transports. Nous avons également, un tout petit peu plus à gauche, une approche méthodologique, on va dire plus pragmatique et opérationnelle. C'est un guide qui est en cours d'élaboration pour l'ADEME et la NCT à destination des territoires au sein d'un consortium où nous élaborons une méthode qui permet aux territoires de prioriser les leviers de décarbonation. J'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, si on traite la chaîne jusqu'au bout, il y a donc la déclinaison des récits, des scénarios et la mise en place de programmes d'action. Et nous avons notamment contribué à cela sur les projets Grenoble-Alpes Métropole et sur la région Sud avec une étude de décarbonation des transports dont nous entendrons aussi le témoignage aujourd'hui. La dernière chose, c'est qu'il nous semble absolument essentiel dans l'ensemble de ces démarches d'accompagner les acteurs et c'est pour ça que nous insistons beaucoup aussi sur la formation des services et des élus ainsi que sur la concertation pour qu'il y ait une appropriation la plus large possible de ces questions qui sont parfois techniques et complexes. Alors, si j'en reviens au petit sondage, et je partage avec vous les résultats, vous êtes à 46% représentants des services d'une collectivité territoriale, pardon. Nous avons à 29% des acteurs privés et puis quelques représentants d'associations, d'ONG, quelques élus et beaucoup d'autres, 17% d'autres. Vous êtes plutôt à 80%, 5% venus vous informer sur les outils et méthodes existantes pour régionaliser les objectifs nationaux et à 56% pour vous inspirer des retours d'expérience présentés par nos 2 témoins. Enfin, sur votre secteur d'intérêt prioritaire, une petite majorité, 51%, se dégage vous êtes tous plutôt intéressés par l'ensemble des secteurs à travers une approche systémique du territoire, à 22% sur la production d'énergie, puis viennent ensuite les transports et les bâtiments, avec une rubrique autre. Merci pour ce partage d'informations. Je continue. Alors, donc, nous, on aime bien les webinaires, mais on aime bien aussi rencontrer les personnes en chair et en os. Donc, ça, c'était une petite indication sur les endroits où vous pourrez nous trouver prochainement. Les 7-8 mars à Paris, au Forum mondial bâtiment et climat. Le 19 mars à Valence pour une journée Ténardis collaborative sur les écosystèmes urbains. Et puis, les 3-4 avril au Havre par le grand défi écologique organisé par l'ADEME. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas à envoyer un mail à consulting@nrdata.net. L'agenda de ce jour. Alors, je vous présenterai quelques éléments de contexte, comme je dis, sur la territorialisation des objectifs et la déclinaison en plan d'action. Puis, nous aurons une présentation d'un premier projet que nous avons réalisé au sein d'un consortium sur la territorialisation des scénarios de transition en 2050 à l'échelle de Grenoble-Alpes Métropole. Et nous aurons le plaisir d'écouter à ce sujet Monsieur Pierre Véry, maire de Gières et vice-président Air, Énergie, Climat de Grenoble-Alpes Métropole. Bonjour Pierre Véry. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
Et des éléments techniques sur l'étude seront apportés par Paco Bailly, qui est analyste senior chez Enerdata. Bonjour Paco Bailly. Bonjour Marie, bonjour à tous. Suite à ce premier témoignage, nous aurons ensuite un retour d'expérience sur l'étude de la décarbonation des transports pour la région sud avec Monsieur Folco Laverdière, qui intervient en tant qu'ancien chef de mission de décarbonation des transports de la région sud, qui est actuellement directeur général de la Société de la ligne Nouvelle-Provence Côte d'Azur. Bonjour Monsieur Laverdière. Bonjour à tous. Et des éléments techniques de l'étude qui nous seront présentés par Frédéric Pinto da Rocha, analyste senior chez Enerdata. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie et bonjour à tous. Suite à ces deux témoignages, nous laisserons une large place aux échanges avec une table ronde et bien sûr une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat à cet effet. Quelques éléments de contexte sur les enjeux de territorialisation des objectifs nationaux dans les territoires. Donc, on a vu qu'il y avait différents cadres, des cadres prospectifs type scénario ADEME Transition 2050, ça peut aussi être des scénarios type RTE ou Négawatt, ou un cadre réglementaire qui consiste à décliner la SNBC, les objectifs de la SNBC, notamment dans la mise à jour des objectifs des SRADET régionaux. Il y a donc différents types de besoins aussi sur les territoires, différents types de questions qui se posent, différents types de ressources qui sont disponibles au niveau des collectivités territoriales en termes de budget ou de moyens humains. Il s'agit également dans ces questions de considérer certaines spécificités du territoire. Est-ce que j'occupe un territoire plutôt urbain, plutôt agricole? Est-ce qu'il y a une forte activité industrielle? Il y a aussi parfois, même si la situation en France s'est beaucoup améliorée avec la présence des observatoires, mais des enjeux sur la disponibilité de la donnée et sur les méthodes de comptabilisation des données. Voilà, tout ça fait qu'à ce stade, il est compliqué ou difficile d'être prescriptif sur une méthode préférentielle, puisque ça dépend finalement de plein de choses. Il y a une méthode très simple, peut-être trop simple, que nous, en interne, on appelle l'homothétie, et qui consiste finalement à appliquer au total des émissions régionales sur les années prospectives à 2050, les tendances de baisse nationale sans faire de distinction par secteur. Donc, ça veut dire que l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre est consistant avec l'objectif national. Par contre, si on commence à regarder par secteur, on peut arriver à certaines incohérences, notamment peut-être une surreprésentation du secteur des transports et des bâtiments, ce qui n'est pas cohérent avec la décarbonation de ces secteurs qui est affichée dans la SNBC. Donc celle-là, je pense qu'on peut peut-être la mettre de côté. Il y a sur la gauche du graphique deux autres types d'approches qui sont basées sur l'approche dite par levier. Donc peut-être si on regarde le rond vert en bas, il y a un guide, comme je le disais tout à l'heure, qui est en cours d'élaboration par Enerdata et notre regroupement pour l'ADEME et la NCT, dont l'objectif est de prioriser les leviers de décarbonation des territoires en fonction des secteurs, donc transport, logement, industrie, etc., en fonction des scénarios considérés et des typologies de territoire. Il s'agit vraiment d'un guide à vocation opérationnelle et on n'arrive pas dans cette étude avec des quantités chiffrées de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une étude pour le moment qui s'applique plutôt au scénario ADEME et RTE, mais on pourrait imaginer le développer sur d'autres scénarios. L'approche par levier est également, comme vous le savez sans doute, adoptée à l'heure actuelle par le SGPE. Donc le SGPE a traduit les baisses d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national par secteur en levier. Donc, par exemple, la question de la rénovation, la question de la diffusion des véhicules électriques. Il y a 52 leviers qui sont décrits au niveau national et qui ont ensuite été régionalisés via des calculettes
que vous pouvez trouver en ligne à l'échelle des régions pour finalement fournir une base à des discussions qui doivent avoir lieu en ce moment ou qui ont déjà eu lieu dans vos régions lors des COP régionales. Donc ces deux méthodes-là, elles ont l'avantage finalement de rendre des quantités d'émissions de gaz à effet de serre palpables avec des actions type niveau de rénovation, volume de rénovation, diffusion des véhicules électriques. C'est les exemples que je donnais. Et puis sur la droite, nous avons deux autres types d'approches qui sont donc la première, trajectoire de référence par l'ADEME, qui consiste à non pas partir des leviers les régionalisés, mais de partir des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre nationales et de décliner les objectifs nationaux à l'échelle des régions en utilisant pour la méthode ADEME une méthode des pivots de territorialisation. Donc ça peut être des ratios de population ou pour les consommations de chauffage, on va regarder le nombre de maisons individuelles ou le nombre de logements collectifs, etc., etc. Ça permet finalement d'encadrer une trajectoire régionale et de donner des grands repères aux régions ou aux territoires d'ailleurs pour construire leur trajectoire de décarbonation. Et enfin, la dernière approche qui est celle adoptée par Enerdata, qui est une approche de modélisation plus complexe, basée sur une approche technico-économique avec ce modèle Enermed Territoire, qui va modéliser finalement les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de chaque secteur en ayant des hypothèses fines sur des niveaux d'activité, des niveaux d'efficacité ou des niveaux de décarbonation du mix, mais aussi en identifiant trois types d'hypothèses qui vont suivre trois dynamiques distinctes. Les hypothèses qui vont suivre une tendance nationale, par exemple l'efficacité des technologies sur un territoire, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'elles diffèrent beaucoup de la tendance nationale. Des hypothèses qui vont avoir une dynamique locale, mais influencée par le contexte national. Par exemple, l'évolution des systèmes de chauffage. Bon, ben, si on est dans un... voilà, on va prendre en compte l'historique du territoire pour faire les remplacements de systèmes de chauffage, mais quand même, il y a une tendance nationale qui va s'appliquer sur le territoire. Et enfin, des tendances propres au territoire qui sont peu dépendantes du contexte national. Bien évidemment, il y a l'exemple de la population, mais il y a aussi tout ce qui est développement des réseaux de chaleur urbains qui va être contrasté suivant qu'on est dans un territoire plutôt urbain ou dans un territoire plutôt agricole, ou encore la présence d'activités industrielles qui nécessitent un traitement vraiment spécifique. Enfin, donc ça, c'est la première étape, c'est de décliner des récits et des trajectoires, des objectifs à l'échelle d'un territoire. Et puis, bien évidemment, derrière, il s'agit de décliner ces ambitions en plan d'action. Donc, pourquoi le plan d'action sert à offrir un cadre de référence et d'action à la collectivité territoriale et à ses parties prenantes. Et comment? Là, j'invente rien de nouveau. C'est un processus d'élaboration de plan d'action assez classique qui consiste à identifier des catégories d'actions, à faire un choix pertinent, à prioriser ces actions, puis ensuite identifier des responsables et des indicateurs de suivi. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, faire un choix pertinent et prioriser des actions, c'est pas toujours très simple. Et donc, on va vous présenter ici une méthode originale basée sur le choix par les coûts d'aménagement sur la région sud. Donc, c'est le deuxième témoignage de notre webinaire de ce jour. Alors, pour conclure cette première partie, les enjeux de la planification énergétique à l'échelle des territoires sont nombreux. Le premier, pour nous, c'est qu'il s'agit d'intégrer vraiment au maximum les spécificités locales dans la planification énergétique du territoire, c'est-à-dire prendre en compte les enjeux propres à chaque territoire. Bien sûr, d'assurer la cohérence des exercices aux échelons nationaux et territoriaux, de poser un cadre commun aux démarches infrarégionales. Très importante de favoriser l'appropriation des enjeux par les parties prenantes et leur mobilisation, parce qu'on a beau avoir une trajectoire, si personne ne suit derrière, elle ne sert à presque rien. Et enfin, d'accélérer la mise en œuvre des actions.
Je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenants pour présenter le retour d'expérience sur la territorialisation des scénarios de l'ADEME à l'échelle de Grenoble-Alpes Métropole, avec, pour commencer, une présentation du contexte par Pierre Véry, puis Paco présentera les éléments techniques de l'étude. Pierre Véry, c'est à vous. Oui, donc, quel était le point de départ de cette étude? Le point de départ, ça va être la révision donc, du plan climat et énergie métropolitain. Alors, un petit retour en arrière, hein, le plan climat existe à Grenoble depuis 2005. Il a été voté une première fois en 2005 par la communauté d'agglomération. Pourquoi s'être doté d'un plan climat à Grenoble? Tout simplement parce que Grenoble, de par sa configuration géographique, a déjà atteint non seulement les 1,5 degrés de réchauffement climatique, mais a déjà atteint les 2 degrés, alors qu'aujourd'hui, la France, c'est plutôt 1,3 en moyenne. Donc, le plan climat est devenu plan climat air énergie métropolitain au fur et à mesure des prises de compétences, et nous allons le réviser. Et donc, l'intérêt et les objectifs de cette étude, c'était de regarder si une métropole était en capacité d'atteindre une neutralité carbone, hein, sur les scopes 1 et 2, car vous le savez aujourd'hui, et notamment en transposant donc les scénarios de l'ADEME, l'ADEME ne s'intéressait avec ces 4 scénarios en 2021 qu'aux émissions directes, et nous avons souhaité regarder dans une métropole les émissions indirectes donc de gaz à effet de serre, de façon à revoir nos objectifs. Hein. Nos objectifs, je le rappelle, c'était 50% en moins d'émissions, donc moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005. C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif insuffisant pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, il nous faut identifier les ruptures nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Et c'est tout l'intérêt donc de la prospective et de la scénarisation, donc des 4 scénarios ADEME à l'échelle donc de la métropole. Donc, je rappelle, hein, en absence de méthode standardisée, hein, on ne comptabilisait donc que les émissions directes dans les 4 scénarios. Et donc, on a souhaité engager la réflexion autour des émissions indirectes. Donc, c'est les slides qui vont vous être présentés par Paco et qui nous permettront ensuite de revenir sur est-ce qu'un territoire comme une métropole peut atteindre sur les 2 scopes 1 et 2 la neutralité carbone. Vous savez que pour la France, hein, des territoires resteront émetteurs, hein, on pense notamment aux zones urbaines, alors que d'autres territoires seront probablement plus séquestrateurs, je pense aux zones rurales. Mais chaque territoire doit contribuer à son juste niveau. Voilà, je n'en dis pas plus sur ce propos introductif. On va rentrer dans le vif du sujet avec Paco. Merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, moi, je vais présenter un peu la méthodologie qu'on a adoptée pour cette étude. Si on peut avancer les slides. Voilà, donc l'idée était bien sûr de repartir donc des 4 scénarios de l'ADEME et d'essayer de les territorialiser sur le territoire de la métropole, notamment pour avoir une idée de quelles pourraient être les différentes trajectoires vers la neutralité carbone, ou comment la métropole pourrait contribuer à la neutralité carbone au niveau national. Donc l'idée, c'était vraiment de reprendre sur un scénario qui était adapté à la métropole en reprenant les spécificités de celle-ci. Donc la démarche qu'on a adoptée s'est faite en 2 étapes. La première étape est décrite sur cette slide, c'était vraiment de territorialiser les scénarios de l'ADEME à l'échelle du territoire. Donc, pour cela, on a fait d'abord un état des lieux des dynamiques dans la métropole, donc bien sûr en se basant sur les observatoires locaux, sur les politiques mises en place dans la métropole et les spécificités de celle-ci. Donc, on avait fait un état des lieux, puis on a regardé précisément les dynamiques dans les différents scénarios de l'ADEME, notamment à travers les différentes expériences qu'on a pu avoir sur ce projet-là. On avait une connaissance assez approfondie des différentes hypothèses et des spécificités de chaque scénario, aussi bien en termes quantitatifs qu'en termes de récit, ce qui nous a permis d'aborder ce projet. Pour donc on a créé un modèle des émissions et des consommations d'énergie pour la métropole et on a appliqué les hypothèses, on a territorialisé les hypothèses nationales à l'échelle de la métropole. Donc l'idée, ce n'était pas d'appliquer directement ces hypothèses telles quelles, de les transcrire nationalement sur la métropole, mais bien de regarder comment elles évoluaient à l'échelle de la métropole et ce que ça voulait dire à l'échelle nationale et ce que ça voulait dire pour la métropole. Donc l'exemple classique, il est ici, là, il est au niveau, il est sur la population, par exemple. Voilà, dans les scénarios de l'ADEME, on a
une seule trajectoire de population pour les 4 scénarios. Sauf qu'on voit aussi que dans les scénarios de l'ADEME, il y a un récit sur comment vont évoluer les différents types de territoires. Donc voilà, dans le S1, par exemple, les territoires urbains vont être moins attractifs, dans le S un peu plus attractifs, dans le S3 encore plus attractifs, et dans le S4, ils vont être attractifs, mais avec une certaine urbanisation vers l'extérieur de la métropole. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a fait des hypothèses de population qui sont cohérents avec ces récits-là. Donc, l'hypothèse de population va baisser, le S2, ça va stagner, S3, ça va augmenter, et dans le S4, au niveau de la métropole, ça va augmenter, mais de manière moins importante que dans le S3, si on regarde que le territoire cadastral de la métropole. Donc voilà un exemple pour illustrer la démarche qu'on a fait. On a aussi fait bien sûr fait des hypothèses différentes sur l'évolution du transport qui sont spécifiques au territoire urbain à Grenoble, l'évolution des bâtiments qui ont des enjeux spécifiques aussi sur le territoire de la métropole, notamment l'âge du bâti qui peut avoir une influence et les conditions climatiques. Et voilà, toutes ces hypothèses-là, on les a rentrées dans notre modèle, donc Enermet territoire, auquel on a ajouté bien sûr les données historiques et différents éléments qu'on a pu récolter lors de recherche de données sur le territoire. Ce qui nous a permis après de créer 5 trajectoires, si on considère aussi la trajectoire tendentielle, 5 trajectoires d'évolution des émissions de GES et des évolutions de consommation énergétique sur cadastral pour la métropole, mais aussi des émissions indirectes et le scope 3 et une estimation du scope 3 pour la métropole. Donc on voit ici les résultats avec à chaque fois un point 2030 et un point 2050, comme pour les scénarios de l'ADEME. Et on voit une évolution ici, donc c'est les émissions de GES, on voit une évolution entre les différents scénarios, notamment par exemple on voit qu'il y a une différence sur le point 2030 entre le S1 et le S3 sur les émissions totales de GES, où le scénario S1 est moins émetteur que le scénario S4. Un point aussi assez important, c'est qu'on arrive globalement à se rapprocher de la neutralité carbone sur tous les scénarios, enfin on s'en rapproche globalement. Bien sûr, le but de l'exercice n'était pas de comprendre comment la métropole pouvait atteindre la neutralité carbone, parce que ce n'est pas l'objectif de la France. La neutralité carbone se questionne sur l'ensemble du territoire français et pas à l'échelle d'une métropole. Mais on peut voir quand même que sur certains scénarios, notamment le S1 ou le S3, on a on se rapproche assez clairement de la neutralité carbone pour le territoire de la métropole. Voilà pour cette première partie. Et donc là, c'était vraiment une première partie qui posait le cadre de réflexion et qui, après, a amené à une deuxième étape dans la réflexion, qui était plus de venir questionner ces scénarios-là, parce que l'idée, bien sûr, on les avait territorialisés. On avait à ce moment-là plutôt travaillé en équipe restreinte avec les services techniques avec certaines parties du service technique de la métropole. Et donc l'idée, c'était à partir de ces 4 scénarios de venir apporter une couche de débat, d'échange avec les différents services techniques de la métropole et une partie des élus sur ces questions-là pour ensuite créer des scénarios, on va dire, plus représentatifs de ce que pouvait appliquer la métropole et des questions qui se posaient à ce moment-là. Donc, on a créé à partir de 4 scénarios, 2 scénarios de consensus qui sont issus aussi bien des réflexions qu'on a menées dans la première étape que des échanges qu'on a pu avoir avec les services techniques de la métropole. Et donc, à partir de ces scénarios-là, de services techniques, enfin des scénarios qui sont des scénarios de consensus, de ces 2 scénarios de consensus, on a pu venir évaluer certains aspects qui questionnaient l'évolution des émissions de GES à 2050. Voilà pour cette slide. On va rapidement peut-être voir quelques enseignements qui ont été apportés par cet exercice. Donc le premier que je voulais commenter, c'était notamment l'évolution du réseau de chauffage urbain, qui est donc un enjeu très métropolitain ou très territorial. Et donc avec cette étude, on a pu, par exemple, identifier que en fonction des trajectoires, globalement sur toutes les trajectoires, on avait un besoin de développer le nombre de raccordements au réseau de chauffage urbain sans pour autant augmenter la puissance nécessaire pour le réseau de chauffage urbain. En effet, ce qu'on voit, c'est que le réseau de chauffage urbain va permettre de chauffer des bâtiments qui sont aujourd'hui chauffés au gaz, une partie des bâtiments qui sont aujourd'hui chauffés au gaz,
Mais par contre, avec les effets de l'isolation des bâtiments, mais aussi des changements de comportement et du changement climatique, la demande en chauffage global va avoir tendance à diminuer. Et donc, finalement, la puissance nécessaire du réseau de chauffage urbain ne va pas augmenter. Donc, on va avoir des investissements dans le raccordement, mais pas forcément dans les systèmes de production du réseau de chauffage urbain. Un premier enseignement qu'on peut donner, par exemple, sur cette étude. Un deuxième va être le développement de la climatisation, qui est un enjeu, certes, qui est potentiellement moins un enjeu de consommation d'énergie, sauf sur des éléments de pointe électriques, qu'un enjeu de îlot de chaleur et que de îlot de chaleur au niveau de la métropole. Euh, D'autres questions qui nous ont beaucoup questionné, enfin, qui nous ont beaucoup animé les débats, notamment dans la deuxième partie, c'était le potentiel des pompes à chaleur versus les chaudières à gaz et notamment alimentées avec du gaz vert. En effet, on a sur la métropole de Grenoble beaucoup de bâtiments collectifs et plutôt anciens qui sont aussi chauffés avec des chaudières à gaz. Et dans les prospectives nationales, on voit beaucoup le développement des pompes à chaleur qui deviennent un peu l'élément majeur de produire de la chaleur basse température dans les bâtiments. Mais ces éléments de prospective ou ces éléments d'évolution questionnent quand même sur l'applicabilité de ces technologies-là dans nombre de bâtiments et notamment dans des bâtiments anciens. Et il y a eu beaucoup d'incertitudes ou beaucoup voilà, de méfiance vis-à-vis des grandes trajectoires, enfin, de la possibilité d'appliquer ce type de trajectoire à la métropole de Grenoble. Donc, c'est des choses qu'il faut continuer à investiguer de manière un peu plus précise à l'avenir. Voilà. D'autres éléments qui étaient notamment liés au transport. On a un gros potentiel de report modal sur le transport à Grenoble, notamment avec des transports en commun ou le vélo, où la dynamique est assez forte déjà maintenant. Mais ce n'est pas pour autant que le transport individuel, notamment l'électrification du transport individuel, doit être complètement voilà, mis. Ça reste un sujet pour la métropole de Grenoble, notamment lorsqu'on prend en compte les échanges pendulaires qui sont extérieurs à la métropole, où il y a beaucoup de gens qui vont venir sur le territoire de la métropole pour travailler et qui vont en fait avoir de grandes distances de déplacement. Et donc là-dessus, forcément, une partie va être réduite avec le développement des véhicules électriques. Voilà, je vais revenir sur le dernier point plus tard, parce on va aussi avoir quelques enseignements plus généraux sur les villes, si tu veux avancer. Donc travailler là sur l'espace urbain, c'était intéressant, notamment parce que ça peut dégager quelques enseignements plus globaux sur les espaces territoriaux urbains. Bon, d'abord, on a des spécificités territoriales qui ne doivent pas être négligées. Comme on l'a dit, voilà, on avait des exemples sur les types de bâtiments, sur enfin, quel pouvait être le potentiel du réseau de chaleur et sur le développement des transports, du transport et quels étaient les leviers qu'on pouvait développer à l'échelle de la métropole. Donc ça, c'était un point important. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on a parlé un peu de neutralité carbone tout à l'heure, et est-ce que c'était applicable au niveau des territoires urbains? Et ce qu'on peut dire, en fait, c'est que enfin, à l'éclairage de l'étude, c'est que en fait, la neutralité carbone sur un espace urbain peut être atteignable. Notamment s'il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas beaucoup d'émissions liées à l'agriculture et aux émissions industrielles. Ça dépend vraiment de la typologie du territoire, mais un territoire sans émissions industrielles peut avoir cette dynamique-là, notamment parce que en fait, les émissions d'un territoire urbain vont être largement liées au transport et au bâtiment. Et ce qu'on voit, c'est que ces secteurs-là sont les plus faciles à réduire en termes d'émissions. C'est des émissions qui sont largement liées à la consommation d'énergie et les émissions liées à la consommation d'énergie sont facilement abattables, comme on peut dire en mauvais français, et comparativement aux émissions de l'agriculture, aux émissions industrielles, notamment par exemple, on pense aux émissions des procédés industriels qui sont très difficiles à réduire. Il y a juste un point, notamment lié à la traitement des déchets, qui est aussi aujourd'hui une question un peu de comment on va réduire les émissions des déchets sans passer par de la compensation carbone par ailleurs. Voilà. Un autre point aussi qui a alimenté les débats et les réflexions, c'était l'importance que va prendre les émissions du scope 3 qu'on a étudié
par la suite à l'échelle de la métropole. Et ce qu'on voit, c'est comme on a pu dire, c'est que finalement la réduction des émissions sur une métropole est faisable, mais après il y a beaucoup d'incertitudes liées au scope 3, notamment bah, voilà, quelles vont être les dépendances de la métropole en termes par exemple d'alimentation, mais aussi si on reste sur une échelle plus française, mais aussi internationale, les biens importés, etc. Et quels sont le développement de l'évolution des émissions liées aux biens importés. Voilà, donc beaucoup de questions et il est nécessaire un peu d'identifier sur quels leviers peuvent jouer la métropole, notamment en termes de scope 3, pour réduire un petit peu les incertitudes vis-à-vis de l'évolution de ce scope 3. Voilà, et peut-être le dernier. Ouais, ok. Comme on voit qu'on passe un peu de temps, on va passer aux questions, c'est ça? Merci Paco. Pierre Véry, une réaction très rapide sur peut-être les surprises ou les challenges que vous avez pu avoir au cours de l'étude? Oui, rapidement. Alors, deux surprises, hein. La première, c'est qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone donc sur les émissions territoriales, hein. Je pèse bien mes mots, contre toute attente, hein, pour un territoire à dominante urbaine. Alors, c'est la modélisation des contextes très spécifiques, hein, scénario S1 et puis S2, S3 modifiés. Mais il faut se rappeler aussi que la métropole avait réussi à diviser par 1,5 ses émissions territoriales entre 2005 et 2020, et que pour atteindre cet objectif de neutralité carbone territoriale, il faudra les diviser par 10 en 26 ans. Donc la marche est quand même très haute à franchir. Deuxième enseignement important, nous imaginions que les émissions directes et indirectes pesaient chacune 50% dans le territoire. Et là, on a découvert, hein, que les émissions indirectes, hein, l'empreinte carbone du territoire est à 70% importée. Et dans ces importations, eh bien, l'alimentation pèse près de 20%. Donc, c'est un vrai sujet. Et c'est d'ailleurs le sujet qui nous occupe cette année à travers donc, les changements de comportement et tout un plan de communication qui est fait notamment avec les conventionnels. Vous savez, la Convention citoyenne pour le climat que nous avons organisée l'année passée. Voilà, je ne suis pas plus long, comme ça je pourrais répondre aux questions. On a une question du public qui nous demande est-ce que ce travail sera partagé au sein d'un rapport public, état des lieux, hypothèses, résultats, etc. Pierre Véry? Oui, bien sûr, c'est prévu. La semaine dernière, je l'ai présenté en bureau métropolitain, donc à l'ensemble des élus et des techniciens. Nous l'avons présenté également aux conventionnels, donc Convention citoyenne pour le climat, les 100 citoyens qui avaient participé pendant un an à ces travaux. Et nous allons bien évidemment le présenter. Il y aura une présentation publique, probablement aussi un fascicule synthétique, hein, qui reprendra l'ensemble des enseignements de cette étude. Et Paco Bailly, David Bruon nous demande si on a travaillé avec Atmo Aura ou Aura 2E pour le diagnostic 2019 ou les scénarios. Ben, en fait, on a la chance à Grenoble d'avoir un observatoire territorial donc, qui est dédié aux émissions spécifiques de la métropole de Grenoble. Et du coup, on a eu l'occasion de travailler avec eux qui nous ont été très utiles pour le diagnostic historique. Ils nous ont fourni l'ensemble des émissions de GES cadastrales et de la consommation d'énergie, ainsi que de nombreuses hypothèses sous-jacentes qui servent à la modélisation, typiquement l'évolution des kilométrages sur la métropole ou le nombre de bâtiments, etc., qui ont été très utiles du coup pour commencer cette étude. Merci pour ce premier aperçu sur ce premier témoignage. Nous aurons l'occasion d'y revenir en fin de ce webinaire lors de la table ronde. Et sans plus attendre, nous allons passer au retour d'expérience de l'étude de décarbonation des transports de la région Sud avec Monsieur Folco Laverdière. Si vous voulez nous présenter peut-être les objectifs ou le contexte de cette étude, et puis Frédéric reprendra la parole ensuite. Oui, donc effectivement, sur le contexte de lancement de cette étude, donc on a la décarbonation qui est du territoire, qui est une grande priorité de l'exécutif régional, qui a adopté comme la métropole de Grenoble, un plan climat qui s'appelle une COP d'avance, avec un certain nombre d'actions importantes au niveau des politiques régionales, et puis une réorientation du budget régional en faveur des actions de lutte contre le changement climatique. Et c'est poser la question en fait de comment on priorise en fait les actions. Donc c'est le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que aussi bien l'État, les collectivités et l'ensemble des acteurs, on est soumis dans une contrainte budgétaire. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes budgétaires, et donc se pose la question, et notamment c'est ce qu'on a souhaité proposer à nos élus, de pouvoir disposer d'éléments pour prioriser les actions
sur un budget défini pour qu'elle soit le plus efficace possible et qu'elle puisse contribuer à atteindre la neutralité carbone. Et donc, donc ça, c'est l'action générale. Si on se concentre sur la mobilité, sur lequel je me concentrerai aujourd'hui, on a deux grands volets d'action aujourd'hui à la région sud. Tout d'abord, le volet adaptation, où on mène actuellement une grande étude sur la vulnérabilité au risque climatique des infrastructures de transport, donc d'intérêt national et régional, qui doit nous permettre justement de prioriser un certain nombre d'investissements pour réduire cette vulnérabilité. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel je n'insisterai pas aujourd'hui. Et le deuxième, c'est sur l'atténuation. Donc comment effectivement construire des trajectoires de décarbonation qui visent la neutralité carbone. Et on s'était beaucoup intéressé aux travaux de France Stratégie sur les coûts d'abattement et d'autres acteurs au niveau mondial sur le sujet, et notamment en France, l'équipe de Patrick Ricky qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et effectivement, ça nous semblait être une méthode très intéressante pour définir des priorités, pour comparer des mesures les unes par rapport aux autres et de voir comment, en les combinant dans le temps, on peut atteindre les objectifs. Et donc, on a confié l'étude de ce qu'on a appelé les scénarios optimaux de décarbonation, donc qui traduit bien la volonté d'avoir des actions prioritaires et le plus efficaces possible, donc à un groupement composé de CITEC et d'Enerdata. Et puis, dans le contexte important également, c'est que on ne souhaitait pas avoir une trajectoire de la région avec un grand R, mais bien du territoire régional. Et donc, on s'est volontairement ouvert dans l'ensemble des leviers de décarbonation sur l'ensemble des acteurs publics et privés en fonction des leviers d'action dont ils disposent pour atteindre cet objectif. Donc, l'objectif, c'est bien d'aboutir à une feuille de route collective à l'issue de cette étude. Merci, Folco Laverdière. Je passe la parole à Frédéric pour les tenants et aboutissants de l'étude. Merci Marie. Donc, je vais vous présenter le déroulé de l'étude et puis les principaux résultats issus de cette étude. Alors, déjà, ce qui est important de souligner, c'est que cette étude s'est faite en collaboration, comme l'a dit Folco, avec un comité scientifique auquel Patrick Criqui notamment a participé. Donc, Patrick Criqui qui préside le comité scientifique de France Mobilité sur les coûts d'abattement. Donc, il y a eu ce comité scientifique, la région qui nous donnait les orientations et les validations sur les différentes grandeurs, et un consortium entre CITEC et Enerdata. CITEC était plus, donc est plus spécialiste de la modélisation des transports et Enerdata sur l'expertise énergie et gaz à effet de serre. Donc, cette étude s'est déroulée en 3 étapes. Donc, la première étape, ça a été de faire un état des lieux, notamment de voir qu'est-ce qui se passait à l'échelle nationale, les différents scénarios, et de choisir qu'est-ce qui nous servirait de scénario de référence et de scénario de bas carbone. Alors, le scénario de référence qui a été choisi, c'est l'AME de la SNBC2, donc AME pour avec mesures existantes, donc qui reprend la trajectoire que devraient avoir les consommations d'énergie et les émissions de GES avec toutes les mesures qui ont été votées en France jusqu'au 31 décembre 2019. Et ensuite, pour ce qui est des scénarios bas carbone, on s'est basé sur certains scénarios de l'ADEME et je reviendrai dessus après. Donc ensuite, après cette première étape, il y a aussi eu la collecte des données régionales auprès de la région et auprès notamment de certains acteurs de la région comme Atmos Sud qui nous ont permis d'obtenir des données de trafic qui nous ont été très précieuses. Donc les données de trafic, les données d'émissions, d'énergie en historique qui nous ont permis de bien calibrer aussi les trajectoires. Et du coup, les entretiens aussi avec les experts, comme j'ai déjà dit. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de de définir les hypothèses de transport et des mobilités au sein de la région. Donc, il y a eu dans un premier temps le cadrage socio-économique des différents scénarios, notamment quelle sera l'évolution démographique, l'évolution de l'économie de la région, quelles seront l'évolution des différentes variables en fait, qui vont
intervenir dans l'évolution du transport finalement, et aussi le paramétrage des différentes mesures que le modèle peut prendre en compte. Donc, il peut prendre en compte 16 mesures actuellement. Je ne vais pas toutes les citer, mais certaines mesures qui sont communes à beaucoup, enfin, qui peuvent être appliquées partout, comme par exemple les véhicules à faible émission, le report modal, l'abaissement des vitesses sur les grands axes, des mesures de ce type. Donc, on a réussi à paramétrer l'impact de chaque mesure. Et donc, elles agissent sur les différents leviers de la décarbonation. Donc, à savoir, il y en a 6 qui sont la variation du trafic, le report modal, le taux de remplissage des différents véhicules, l'efficacité énergétique des différents modes de transport, le mix énergétique des différents modes de transport, et aussi la décarbonation des différents vecteurs énergétiques. Donc là, je pense notamment à l'électricité et aussi à l'hydrogène et aux produits pétroliers par l'incorporation de biocarburants. Puisque, oui, pardon, j'ai oublié de le dire, du coup, l'étude s'est intéressée au scope 1 et 2. Donc, c'est-à-dire qu'on prend en compte aussi les émissions indirectes liées à l'électricité et à l'hydrogène notamment. Et enfin, la troisième étape, ça a été de définir les hypothèses liées aux coûts-bénéfices pour pouvoir construire les courbes de coûts d'abattement. Donc, quelles hypothèses ont été prises? On a dû prendre des hypothèses sur les coûts marchands. Ce qu'on appelle les coûts marchands, ce sont tous les coûts qui sont associés à l'acquisition de véhicules. Donc, typiquement, ça va être l'acquisition de voitures, de bus pour les collectivités, de trains, de tous les véhicules pour tous les modes, également des bateaux, s'il y a du transport fluvial. Ensuite, et pardon, il y a aussi les bandes de recharge privées qui sont incluses là-dedans. Donc, il y a ces coûts d'investissement, il y a les coûts d'usage des différents véhicules, donc ça va être tout ce qui est maintenance, coût du carburant, coût d'assurance, etc. Ensuite, on a dû aussi évaluer quels seraient les coûts d'infrastructure. Donc, c'est les coûts de construction et de maintenance de toutes les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales. Et enfin, il y a aussi les coûts d'investissement public. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle d'investissement public supplémentaire par rapport au scénario de référence qui est donc la ME de la SNBC2. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, pardon. Certains coûts n'ont quand même pas été pris en compte dans le cadre de cette étude. Je pense notamment aux coûts qui sont liés au temps. Donc, typiquement, si on baisse la vitesse sur les routes, on passe un peu plus de temps dans les transports et le coût de ce temps n'a pas été évalué. Et de même, on n'a pas évalué non plus le coût qui pourrait être associé à la rareté du foncier, ou plutôt en l'occurrence les bénéfices qu'on pourrait tirer de la présence un peu moindre dans certains scénarios des voitures sur l'espace foncier qui a été libéré. Donc ça n'a pas été évalué car c'est difficile à évaluer et ça pourrait l'être dans le futur, mais ça n'a pas été pris en compte pour le moment. Donc, je vais revenir rapidement sur les différents scénarios qui ont été choisis par la région. Donc, comme je l'ai dit, ils ont été basés sur les scénarios de l'ADEME. Donc, le scénario 1 correspond au scénario 4 de l'ADEME, qui est le pari réparateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans les comportements des individus, mais par contre, on fait le pari que c'est la technologie qui va permettre d'atteindre la neutralité carbone. Donc là, il n'y a pas de sobriété, il y a un tout petit peu de report modal quand même, mais c'est vraiment la technologie qui fait le gros du travail. Dans le S2 de la région, c'est la massification du report modal, donc qui est proche et qui a été basé sur le S2 de l'ADEME. Donc là, pour le coup, il y a la sobriété, donc il y a des baisses dans la mobilité des personnes. Il y a un report modal fort vers les transports en commun. Et il y a aussi des changements technologiques, notamment une grosse électrification de la flotte de véhicules qui est mise en place. Et dans le troisième scénario, c'est plutôt un scénario sobriété, avec tout de même du report modal. Et là, c'est vraiment, on fait vraiment les individus restreignent leurs déplacements, restreignent leur consommation et consomment très localement, ce qui fait qu'il y a aussi une baisse importante de la demande de marchandises et du coup de la demande de transport de marchandises aussi. Et la technologie se développe moins rapidement dans ce dernier scénario. Alors, ce que je peux dire ici, c'est que le modèle Notos, en fait,
que l'on a développé dans ce cadre, c'est un modèle qui est intégré dans le sens où il inclut une sorte de base de données, puisqu'on a toutes les données historiques qui ont été utilisées, toutes les hypothèses qui ont été utilisées pour les 3 scénarios. Donc, toutes les données sont disponibles. Donc, en fait, c'est transparent. On peut avoir accès à tout ce qui a été utilisé. Et, pardon. Et oui, pardon. Et du coup, on peut aussi modifier les hypothèses et faire différentes variantes de scénarios. Ensuite, dans ce modèle, il sort différents résultats. Donc, il y a au milieu ce qui va être plutôt considéré comme des résultats intermédiaires et à droite des résultats finaux. Donc, parmi les résultats intermédiaires, ça va être tout ce qui est évolution du trafic, tout ce qui est évolution des consommations, des parcs de véhicules, qui sont des résultats en fait qui sont importants pour les régions parce que déjà, c'est des résultats qui sont quantifiables. Donc, pour planifier ou pour objectiver, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, ça permet aussi de discuter avec les différents acteurs qui ont une vision en fait de ce qui pourrait vraiment se passer éventuellement sur ces grandeurs intermédiaires. Et en plus de ça, le modèle fournit, donc ça va être les 2 graphiques à droite, des résultats plutôt finaux qui vont être notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de référence. Et le modèle est capable de donner la part de chaque mesure dans la réduction des émissions. Donc, c'est le graphique en haut à droite où on voit par exemple que les principales mesures ici, ça va être l'abaissement des vitesses, les véhicules à faible émission, surtout, qui représentent à peu près la moitié de la baisse des émissions, et aussi le développement des biocarburants. Donc là, c'est pour le scénario S3. Et ce qui est intéressant aussi dans ce graphique, c'est de voir que malgré les mesures, sachant que le scénario S3 est le scénario le plus ambitieux, malgré les mesures qui ont été mises en place, finalement, les cibles ne sont pas atteintes en 2030 et en 2050, sachant que la cible 2030 correspond au moins 55% d'émissions par rapport à 1990. Et enfin, sur le graphique du bas, donc c'est les coûts d'abattement, mais ce graphique-là, j'y reviendrai après, puisque je vais vous le présenter dans la dernière slide. Donc, en ce qui concerne les grandes conclusions de l'étude, comme j'ai dit, les cibles 2030 et 2050 ne sont pas atteintes, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la cible 2030, enfin, le scénario sobriété est le plus proche de la cible 2030. Et le scénario technologique permet d'atteindre finalement les 3 scénarios convergent en 2050, mais le scénario technologique permet de baisser les émissions de manière moins rapide simplement parce que le changement technologique se fait plutôt sur le temps long. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quel que soit le scénario, la mesure la plus importante et la plus impactante sur les émissions, ça reste quand même celle des véhicules à faible émission. Donc, c'est finalement le renouvellement du parc de véhicules qui a le plus gros impact dans tous les cas. Et l'hydrogène reste marginal ici dans tous les cas dans cette étude. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que peu importe le scénario, on n'arrive pas à atteindre le zéro émission dans le transport. Et ce ne sera probablement pas le cas non plus pour d'autres secteurs, ce qui fait que dans tous les cas, il faudra en face, pour atteindre la neutralité à carbone, avoir des absorber du gaz à effet de serre, donc soit par voie naturelle, soit par voie technologique, donc du CCS ou des technologies de cette sorte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, c'est que dans les différents scénarios, les acteurs phares, ça resterait l'Union européenne, l'État et l'industrie. Mais par contre, de voir que dans le scénario technologique, le rôle de la région serait beaucoup plus limité, puisqu'il y a moins de développement, notamment des transports en commun. Alors que dans le scénario sobriété ou transfert modal, déjà les consommateurs aussi sont vraiment mis à contribution. Donc, c'est peut-être même les acteurs les plus importants puisqu'ils doivent changer leur comportement. Et surtout, la région, elle a beaucoup plus de leviers dans ces scénarios-là pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, Merci coup, Frédéric. Peut-être je vais laisser Folco conclure sur les résultats principaux de l'étude en présentant, si vous voulez, ce graphique qui est assez original ou tout simplement réagir sur les principaux enseignements de l'étude. Folco Laverdière. Oui, donc là, vous voyez effectivement un graphique qui est assez parlant et assez pédagogique sur les coûts d'abattement, donc qui présente effectivement les coûts d'abattement
donc en ordonnée, en abscisse, le gisement d'abattement en fait, de gaz à effet de serre. Et donc, vous voyez, et ça c'est très important à retenir, qu'on a beaucoup d'actions qui sont à coût d'abattement négatif, si on prend en compte notamment l'usage et les externalités positives des actions. Donc, ça veut dire qu'en lisant ce graphique, si on a une vision économique et socio-économique, en fait, tout le monde a intérêt à faire ces actions puisqu'elles sont à coût négatif. Et nous, ce qu'on retient principalement dans l'étude, c'est qu'on savait que l'atteinte des objectifs de neutralité carbone et Fit for 55 était compliqué, ça se confirme bien. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a des scénarios qui permettent d'atteindre plus rapidement les cibles, en tout cas où on a une inflexion plus importante, et notamment sur la cible 2030, qui est la du court terme qui intéresse nos élus et sur lequel il faut se concentrer. Donc, on a une confirmation de ce que nous, techniciens, on pensait sur le scénario technologique, majoritairement technologique, qui est plutôt une impasse, et par contre, un plus équilibré et plus robuste avec une dose de sobriété importante qui permettrait d'atteindre les objectifs. Merci. Et on voit ici donc là, un coût d'abattement positif pour notamment les transports en commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête les transports en commun à l'échelle de la région? Je vous pose une question volontairement provocatrice. Justement, c'est une question qui peut se poser. Si on raisonne en coût d'abattement pur, effectivement, on pourrait se dire que le coût du transport public est très important et qu'il ne devrait pas être prioritaire. Alors, j'explique pourquoi il y a ce coût, notamment le coût des infrastructures, hein. En l'occurrence, le ferroviaire, c'est ça qui plombe un peu le coût d'abattement. Mais le raisonnement qui a été fait par la région Sud, c'est de dire qu'en fait, si on n'a pas des infrastructures de qualité et une offre de transport collectif performante, fiable et compétitive, on ne peut pas faire les autres actions. Et donc, il y a une interdépendance entre les actions, notamment si on veut réduire le trafic automobile, si on veut changer les usages, on a besoin de ces investissements, même s'ils sont lourds. Sinon, le scénario 2 et 3, on ne peut pas les faire sans ces investissements massifs. Donc non, il n'est pas prévu d'abandonner les transports collectifs et au contraire d'accélérer et d'arriver à des chocs d'offres importants. Merci pour la réponse. On a beaucoup de questions dans le chat qui portent notamment sur comment ont été reçus, Pierre Véry, Folco Laverdière, les scénarios ADEME et leur incarnation locale, en fait leur déclinaison locale, respectivement sur la métropole de Grenoble ou sur la région Sud. Donc je suppose que la question porte sur à la fois vos services, vos élus, peut-être aussi la population. Pierre Véry, si vous voulez répondre sur la métropole de Grenoble. Alors, nous avons fait ce travail de présentation des 4 scénarios au conventionnel, hein, donc les 120 personnes qui ont travaillé au sein de la Convention citoyenne pour le climat et bien évidemment aux élus. Et ça nous a permis de choisir dans les 4 scénarios S1 à S4 de l'ADEME des combinaisons de scénarios entre S1, S2, S3. Hein, on a appelé les 2 grandes combinaisons C1 et C2, les 2 combinaisons qui permettraient au conditionnel d'atteindre la neutralité carbone sur les émissions territoriales. Donc à la fois des surprises, parfois des surprises. Il y a des scénarios qui sont très contrastés quand même, entre le scénario très technologique et puis le scénario très sobre. Donc forcément, ça génère des réactions qui peuvent être elles-mêmes très contrastées. Mais je dirais que globalement, on a fait ce travail intellectuellement des scénarios, 2 grandes combinaisons qui nous paraissait possible et imaginable de mettre en œuvre à l'échelle du territoire. Donc, je dirais plutôt une bonne écoute et plutôt un enrichissement personnel parce que c'est de l'acculturation. Aujourd'hui, la question climatique préoccupe tous les Français. Il n'y a plus une émission, je dirais même, ou une réunion de famille où on n'aborde pas ces sujets. Donc, plutôt une réception positive de ces enseignements.
Paul Coulaverdière, pour la région sud, comment a été perçue la déclinaison des scénarios et l'étude en général? Alors déjà, les scénarios, ce qui est intéressant, c'est que la construction des scénarios a été extrêmement en interne, à la fois au niveau des services et au niveau des élus. Et effectivement, ça a amené à aboutir à des scénarios équilibrés et crédibles. Donc, c'était un travail essentiellement régional. Et ensuite, effectivement, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires, et notamment l'État, dans le cadre de la planification écologique, puisque la région sud a été partenaire important de l'État et région pilote en matière de planification écologique. Et l'accord qui a été trouvé, c'est de partir de cette modélisation et de cet outil pour construire les scénarios déclinés au niveau régional de la planification écologique nationale. Et donc, on va avoir des messages convergents, cohérents entre l'État et la région, avec effectivement la volonté d'embarquer un maximum d'acteurs sur ce scénario, puisque ils ne pourront en œuvre que collectivement, et que s'ils sont partagés, acceptés par toutes les parties. Et donc là, le travail est en cours aujourd'hui de partage et d'échange avec les acteurs du territoire, et notamment le monde économique associé aujourd'hui au groupe de travail pour construire ce scénario régional de planification écologique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur la façon dont vous allez penser pouvoir embarquer les acteurs économiques et les citoyens du territoire? Oui, donc en fait, suite aux travaux du SGPE qui ont été faits sur la déclinaison de la planification écologique, au niveau régional, il y a eu le souhait de territorialiser effectivement la stratégie de planification écologique. Et donc, il y a un groupe de travail qui a été mis en place donc, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui doit à la fois travailler sur le scénario qui peut être retenu collectivement par les acteurs. Donc, au sein de ces acteurs, on a les collectivités, on a les gestionnaires d'infrastructures, on a les représentants du monde économique, on a également l'État. Et donc, l'ensemble de ces travaux doivent aboutir à ce scénario, à une feuille de route où, effectivement, on indique de quelle manière on procède pour mettre en œuvre les actions, et le portage de ces actions par les différentes parties. Et donc, à l'automne de cette année, donc, sera organisée une COP régionale au cours de laquelle, effectivement, seront annoncées et décidées d'orientation collective en la matière. Merci. Pierre Véry, Donc, quelles le sont travail les est en cours démarches en jusqu'en cours? octobre. Merci, pardon de vous avoir coupé la parole. Pierre Véry, quelles sont les actions en cours justement pour pouvoir embarquer les parties prenantes du territoire dans cette trajectoire pour la métropole? Alors déjà, une action en cours, c'était la mise en œuvre de la Convention citoyenne pour le climat. Hein. Donc en 2022, l'année où Grenoble était capitale verte, hein, je le rappelle, avec notamment 80% des compétences exercées par la métropole, nous avons réuni 100 citoyens qui ont travaillé pendant un an pour faire des propositions à la métropole de Grenoble. Propositions qui se sont déclinées sous la forme de 219 actions qui ont toutes été délibérées au mois d'avril 2023 par la métropole pour prendre en compte les éléments, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et qui ont d'ailleurs été votées pas plus tard que vendredi dernier, hein, lors du vote du budget, avec près de 48 à 50 millions d'euros supplémentaires en fait, qui viennent abonder en fait, les propositions et les actions de la Convention citoyenne pour le climat. Dans le même temps, nous lançons cette année la révision de notre schéma directeur énergie et la révision au deuxième semestre du plan climat et énergie métropolitain. Donc, il va y avoir également des tables rondes, des groupes de travail, techniciens élus, et de l'information à la population sur les grands objectifs qui vont être en fait, qui déclineront de cette étude et de notre capacité à aller vers l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, voilà, beaucoup de travail sur la table pour les mois qui viennent. Et donc, je serai un vice-président comblé, mais bien occupé.
Merci Pierre Véry. Alors finalement, puisqu'on parle un petit peu du passage de l'échelle nationale à l'échelle des territoires, hein, selon vous, cette question s'adresse à tous les deux, est-ce que les objectifs nationaux, les trajectoires nationales peut trouver dans la SNBC ou dans les d'autres exercices prospectifs, est-ce qu'elles vous paraissent réalistes? Ou, autrement parlé, à quelles conditions, quelles sont pour vous les conditions de réussite? Qu'attendez-vous peut-être aussi, des politiques, de l'État pour, contribuer à la réussite de ces objectifs traduits sur votre territoire? Pierre Véry? Eh bien, écoutez, ce qui est certain, c'est que la politique énergétique de la métropole est fortement dépendante des politiques nationales, notamment en matière d'énergie décarbonée. Par exemple, on n'a pas découvert que les deux principaux facteurs d'émissions de GES sur notre territoire, et c'est vrai depuis 30 ans en France, c'était le bâtiment et les transports. Donc, concernant le bâtiment, nous allons beaucoup moins construire dans les 20 prochaines années et beaucoup rénover. Et puis nous tourner vers, par exemple, des pompes à chaleur ou le développement très fort des réseaux de chaleur, puisque nous avons la chance d'avoir non seulement un grand réseau de chaleur sur la métropole de Grenoble, qui est le deuxième de France, mais aussi beaucoup de projets, c'est 5 à 6 projets par an dans les communes avoisinantes. Pour autant, s'agissant notamment des pompes à chaleur, eh bien, nous serons très directement dépendants de la décarbonation de l'énergie électrique. Est-ce que demain, nous aurons davantage d'ENR, davantage. Alors, l'éolien dans notre territoire, c'est peu probable, mais le photovoltaïque, l'hydraulique, nous sommes la première région productrice d'électricité d'origine hydraulique, oui, mais donc nous allons également être dépendants des choix européens et nationaux en matière d'énergie et nous comptons bien évidemment contribuer à la PPE, à la stratégie nationale bas carbone. C'est ce que nous faisons dans les différents réseaux auxquels nous participons et nous sommes très directement dépendants. Donc nous avons un bon espoir que la France s'oriente vers de bons objectifs. Alors, nous avons été un peu douchés, je dirais. Je voyais qu'il y avait une question sur le biogaz. Vous savez que la métropole produit du biogaz à partir des déchets et puis donc de sa station d'épuration dans un premier temps, 22 gigawattheures, et puis des déchets alimentaires l'année prochaine. Le territoire de l'Isère compte près d'une vingtaine de projets en cours et déjà développés de fabrication et de production de biogaz. Pour autant, ce biogaz, nous espérions le réserver, je dirais, à la mobilité, notamment à travers la zone à faible émission et la sortie des véhicules les plus polluants. Mais l'Europe et la France, compte tenu de la capacité de production du bio-GNV, réserveraient plutôt, je le dis au conditionnel, ce bio-GNV pour l'industrie. Donc c'est un peu un caillou dans notre chaussure parce que pour développer les transports, nous pensons que l'hydrogène sera sûrement réservé aux transports lourds, mais qu'il y a très peu de chance, et puis ce serait économiquement une gageure de la réserver aux véhicules particuliers. Donc vous voyez que nous sommes très interdépendants en fait des questions nationales et la question du bio-GNV, nous n'allons pas lâcher l'affaire, nous essayons de convaincre l'Europe et la France qu'il y a un intérêt pour la mobilité, mais ce n'est pas gagné. Merci Pierre Véry. Paul Coulaverdière, si vous voulez réagir sur le côté réaliste des trajectoires nationales ou des conditions de réussite à l'échelle locale de la transition énergétique. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est que la territorialisation des politiques nationales, des grands objectifs, en fait, ça ne peut pas être des 2-3 et ça doit prendre en compte les contraintes, opportunités, volontés politiques des territoires. Et donc, c'est tout le travail qui a été engagé, qui est engagé avec l'État, de partir sur une base commune, un cadre commun de travail et d'objectifs, c'est, me semble-t-il, la première étape. Et puis après, ce qui semble important, ce qu'il faut encore travailler, c'est la coordination des différents acteurs pour que l'ensemble des actions qu'ils mènent, des politiques qu'ils mènent, convergent par rapport à cet objectif-là. Donc en matière de mobilité, par exemple, ce qui est important, c'est que les stratégies menées par les AOM, par les activités, par les gestionnaires d'infrastructures, soit cohérent. Donc, par exemple, en région sud, on a un travail important et très intéressant avec les AOM et les gestionnaires d'infrastructures pour voir comment on contribue collectivement à un objectif de réduction des trafics automobiles et à
une évolution de l'usage de la voiture solo pour faire en sorte que les infrastructures routières puissent servir les objectifs de report modal, transport collectif, voiturage notamment. Et donc, voilà, pour moi, la clé de la réussite, c'est et la mise en cohérence des actions des différents, donc chacun en fonction de ses compétences euh, légales. Merci beaucoup. Une question pour Frédéric. Dans l'étude Région Sud, avez-vous distingué transport en commun ferroviaire et transport en commun routier? J'étais en train d'y répondre à l'écrit. Donc la réponse est oui. Ils ont bien été distingués du coup. Notamment, par exemple, pour tout ce qui est transport en commun routier, il y a certaines mesures sur le partage de la route, notamment par exemple des voies réservées et tout, qui ont bien été pris en considération dans le développement de transport en commun routier. Euh, donc voilà. Et une question à Paco. Est-ce que le modèle Enermet Territoire est-il déterministe ou stochastique? Alors, merci Marie. Donc, les modèles qu'on utilise, c'est des modèles plutôt ce qu'on appelle de prospective. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qu'on peut appeler de la prévision au sens strict, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de prévoir ce qui va se passer, mais on va vraiment essayer de voir qu'est-ce qui pourrait advenir si on applique un certain nombre de mesures dans les conditions actuelles de nos connaissances. Et donc, dans ce type de modèle, on va faire un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution des systèmes sociaux, économiques et énergétiques pour après reconstruire l'évolution globale des consommations d'énergie et des émissions de GES. Pour les modèles type coût d'abattement, avec ce que a présenté Frédéric, on va aussi intégrer beaucoup d'éléments de coût et il va y avoir des aspects de compétition entre les différentes technologies ou les différentes opportunités de réduction des émissions de CO2, mais on est plutôt dans des modèles qu'on pourrait appeler déterministes, puisqu'on fait très peu de différences on fait assez peu d'analyse de sensibilité, ou on a peu de variables, on étudie peu les probabilités en tout cas dans ce qui va arriver, puisque on se place directement dans un cadre où le but c'est d'étudier l'impact de certaines mesures ou l'impact de l'évolution de certaines technologies. Merci Paco. Alors après, une question sur la sobriété. Folco-Laverdière, quelle place pour la sobriété? Quelle acceptabilité de mesures de sobriété? Par exemple, la mesure de réduction des vitesses, qu'avez-vous pu sentir à ce sujet, palpé? Alors, effectivement, le scénario 3 de sobriété passe par des mesures qui peuvent être complexes Scénario à 3, mettre je en me place. permets de repréciser, c'est le scénario Pardon, 3 de la le région et scénario, non pas le scénario 3 de l'ADEME. Donc c'est un scénario sobre, oui. Oui, oui. Donc, c'est effectivement le scénario qui privilégie la diminution de la demande de mobilité, la diminution des déplacements, la longueur de ces déplacements, et effectivement avec un certain nombre de mesures de sobriété qui ont été modélisées. Donc, il y a notamment la densification de l'aménagement, il y a le recours au télétravail, mais il y a aussi l'abaissement des vitesses. Et effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui sont à mettre en œuvre et qui effectivement nécessite d'être accompagné et aussi porté politiquement de manière forte. Et donc, c'est un bon équilibre qu'il faut trouver dans l'ensemble des scénarios sur ces mesures-là. Mais on sait que typiquement, c'est des mesures complexes, mais qui ne passent pas nécessairement par de la réglementation, mais qui peut aussi passer par des mesures de tarification vertueuses, intelligentes, qui peuvent aussi dissuader un certain nombre d'usages de pratiques et encourager d'autres, par exemple. Donc, on avait, dans les réflexions qu'on a eues, identifié aussi des pistes de tarification de péage qui seraient aussi à la vitesse moyenne sur les infrastructures. Donc, par exemple, c'est une des mesures qui peut accompagner ce type d'action. Mais voilà, l'acceptabilité, effectivement, par la modélisation et l'outil Notos. Et donc, c'est un travail à engager
en parallèle pour que les scénarios puissent être mis en œuvre de manière effective. Pierre Véry, et on finira le webinaire sur cette dernière question. Avez-vous des exemples de politiques de sobriété que vous avez dû défendre et quel est votre sentiment sur la capacité des élus à porter de telles politiques? Alors, quand on a eu la surprise de voir que 70% de nos émissions Scope 3 donc, étaient importées sur le territoire, il est évident que la question de la sobriété se pose. Et d'ailleurs, elle se pose dans tous les scénarios de l'ADEME. Donc, nous allons lancer également une feuille de route sur le changement de comportement. Parce que qui dit sobriété dit aussi accompagnement des citoyens. Donc, il n'y a pas que les élus qui peuvent bien évidemment, ils doivent montrer l'exemple, mais se lancer ce type de projet. Donc, c'est à la fois être sobre dans nos déplacements, être sobre dans notre production, consommation d'énergie, notamment pour chauffer nos bâtiments, mais c'est aussi être sobre dans notre alimentation. C'est d'ailleurs le premier grand plan de communication qui est lancé cette année avec de la participation citoyenne autour du manger mieux, manger équilibré, manger moins de viande, mais mieux de viande, c'est-à-dire une production à la fois locale et qui permette aussi à ceux qui la produisent d'en vivre. Et le sujet aujourd'hui, on le sait, est sensible. Donc, les plans de sobriété sont plutôt bien reçus à la fois par les élus. Maintenant, à nous de convaincre l'ensemble de nos citoyens. Mais pour ça, on met en place, je vous le disais, une feuille de route, changement de comportement, qui va être une des premières pierres à l'édifice. Merci beaucoup pour ce dernier mot. On arrive au bout du temps que nous avons passé ensemble. J'espère qu'il a été agréable pour vous. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à faire ce webinaire et partager ces retours d'expérience avec vous. Je voudrais remercier encore une fois Pierre Véry, vice-président Air Énergie Climat de Grenoble-Alpes Métropole, pour son témoignage sur la territorialisation des scénarios transition 2050 sur la métropole. Et merci aussi à Folco Laverdière, qui est intervenu en tant qu'ancien chef de la mission décarbonation des transports de la région Sud. Merci Paco, merci Frédéric pour les éclairages techniques sur les études. Et merci à tous à distance pour les échanges que nous avons pu avoir à travers le chat et la richesse de vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et bon après-midi. Au revoir. Les slides vous seront envoyés, j'ai oublié de le dire, les slides vous seront envoyés par mail. Merci, au revoir. Au revoir.